Très, très heureux et très honoré d'être accueilli par cette confrérie. Moi qui ne suis qu'un péguiste du dimanche, mais un grand amoureux surtout de notre jeunesse, dont j'ai choisi un passage. C'était pas facile de trouver 3 passages. D'abord parce qu'on a eu un petit souci, c'est que il y a eu un malentendu sur la pagination. Moi, je donnais la pagination en livre de poche et Marie se référait à la Pléiade. Et donc on s'est emmêlé un peu les pinceaux pendant un moment, mais on est arrivé à corriger cela, et je la remercie beaucoup de son aide qui a été très précieuse pour le choix des textes. Ce choix était suscité de l'embarras parce que on a envie de prendre beaucoup de facettes de Peggy. Ce matin encore, je regardais de la grippe et encore de la grippe, et je me suis dit que, au fond, j'aurais pu choisir cette facette qui est un peu inattendue de Peggy et qui est une facette plus humoristique, dirions-nous. J'ai choisi finalement d'être assez classique. Nous avons choisi un passage de notre jeunesse sur l'affaire Dreyfus, un passage de notre conjointe sur Monsieur Descartes qui parle des amitiés judéo-chrétiennes, et un passage aussi de notre conjointe sur Monsieur Descartes qui parle de journalisme et de l'événement, la conception de l'événement chez Peggy, dont je dirai un mot tout à l'heure. Avant de lire le premier passage, je voudrais dire quelques mots. J'en ai parlé ce matin au téléphone avec Claire. Je pense qu'on ne peut pas ne pas évoquer ce film sur Dreyfus qui est actuellement sur nos écrans, que j'ai vu. C'est un film, à mon sens, réussi, même si je vais dire mes réserves dans un instant, et même si je dois préciser que je ne veux pas entrer naturellement dans la polémique actuelle autour de Roman Polanski. Cette polémique me semble légitime. Elle est, en tout cas, elle est là, et on se pose des questions, et sans doute avec raison. On ne peut pas dire que la qualité du film pourrait être un argument en même temps pour disqualifier tel ou tel témoignage à charge. Je veux dire simplement que ceux qui appellent au boycott doivent quand même faire attention au fait qu'une accusation ne peut pas valoir culpabilité. Je dis simplement cela, et j'en viens naturellement au film. C'est un bon film, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film, tout sonne juste dans le déroulement des faits, la reconstitution du Paris de l'époque, le jeu des acteurs, la scène de la dégradation sur la cour de l'école militaire, le climat social et politique, la distribution des rôles des différents protagonistes. Tout ça est pertinent, et tout ça est assez bien vu, y compris le parti pris initial qui consistait à focaliser l'histoire de l'affaire Dreyfus sur le colonel Picquart, chef du renseignement militaire, dont on fait le véritable héros de l'affaire Dreyfus. Les réserves que je me permets de faire concernent précisément ce parti pris, de prendre de diviser l'affaire en une
victime, Alfred Dreyfus, et un héros, le colonel Picard. Le rôle de Mathieu Dreyfus, par exemple, le frère d'Alfred Dreyfus, est minoré. On l'aperçoit à peine dans le film. Le rôle de Bernard Lazare est totalement... Bernard Lazare, journaliste, qui a été un des premiers Dreyfusards, est totalement escamoté. Le nom de Charles Péguy n'apparaît pas du tout, n'est même pas mentionné. La mobilisation des intellectuels, dont l'affaire figurera l'acte de naissance, est réduite à Zola. Est-ce qu'on peut réduire l'affaire Dreyfus à cette confrontation d'une victime et d'un héros, Picard? Le personnage de Picard, tel qu'il est décrit dans le film, apparaît comme un personnage complexe. Il est issu d'un milieu pas dénué de préjugés antisémites. C'est d'ailleurs très bien vu dans le livre dont je vais dire aussi un mot, parce que c'est un livre important, Le faux ami du capitaine Dreyfus, par Philippe Auriol, qui vient de paraître chez Grasset. Le combat du colonel Picard n'est pas un combat pour un officier injustement condamné, victime d'une erreur judiciaire. Au reste, la dernière scène du film, la confrontation entre les deux hommes, Dreyfus et Picard, est une confrontation dénuée de tout affect. Elle est sèche, elle est un peu brutale. Picard, devenu ministre de la guerre dans le gouvernement Clémenceau, ne cache pas qu'il en veut toujours au capitaine Dreyfus d'avoir accepté la grâce, et il rejette la requête de l'ancien détenu de l'île du Diable, et qui consiste à demander que soit considéré comme qui souhaite en fait être réintégré au grade qui correspond à son ancienneté. Exactement comme ça a été le cas pour Picard, il demande la même chose. Picard refuse, et Picard, tel qu'il apparaît dans le film de Polanski, est en même temps un homme qui s'expose, un homme qui prend ses responsabilités, un homme qui refuse, c'est une très belle figure, c'est un homme qui refuse que l'armée soit salie et qui se met en danger lui-même à son corps défendant, un homme de conscience, un homme, comme dit Philippe Auriol, qui a eu à choisir entre ses galons et sa conscience. Ce que le film ne montre pas, c'est que derrière les deux hommes, c'est la société française de l'époque qui se trouve ébranlée, qui se trouve mise en mouvement, qui se trouve traversée par une épreuve qui, comme le dit Péguy, ça sera d'ailleurs un des passages, sera comme un virus, un point, je cite, un point de virus qui nous travaille toujours, infatigable. À travers le livre d'Auriol aussi, dont je veux dire un mot avant de céder la place à Marias pour la première lecture, à travers le livre d'Auriol, c'est son intérêt aussi, on voit très bien la cassure du monde dreyfusard dans ce que Péguy a appelé, entre ce que Péguy a appelé les mystiques et les politiques. Cette cassure, on la voit très bien, ce que Auriol appelle la compromission d'un admirable mouvement
morale. Et le livre d'Auriol s'achève sur cette rupture entre Picard et la famille Dreyfus elle-même, mais cette rupture se fait sur fond d'un débat qui est au fond la trame de notre jeunesse de Peggy, et on a constamment Peggy en tête quand on lit les dernières pages sur cette cassure précisément, entre ce qu'a été la jeunesse ou la genèse de l'affaire Dreyfus et ce qu'elle est devenue par la suite. Et donc le premier passage que nous avons choisi avec Maria, c'est tiré de notre jeunesse et concerne justement le départ entre mystique et politique. Ce prix, cette valeur propre de l'affaire Dreyfus, apparaît constamment, quoi qu'on en ait, quoi qu'on fasse. Elle revient malgré tout comme un revenant, comme une revenante. Ce qui double la preuve, ou plutôt ce qui fait la preuve, c'est qu'elle ne se manifeste pas seulement dans un sens, dans l'un des deux sens, mais ce qui fait la preuve, rien ne prouve autant que le mal, c'est hélas qu'elle prouve qu'elle se manifeste également dans tous les deux sens. Elle a, dans le bon sens, dans le sens mystique, une force incroyable de vertu, une vertu de vertu incroyable. Et dans le mauvais sens, dans le sens politique, elle a une force, une vertu de vice incroyable. Aujourd'hui encore, aujourd'hui comme toujours, aujourd'hui plus que jamais, on ne peut pas en parler à la légère. On ne peut pas en traiter légèrement, on ne peut pas en parler d'un air détaché, on ne peut pas en parler sans se passionner aussitôt. Aujourd'hui, comme jamais, tout propos qui se tient, tout article de revue ou de journal, tout livre, tout cahier qui s'écrit de l'affaire Dreyfus porte en lui, on ne sait quel virus, quel point de virus qui nous travaille, infatigable. On n'en peut point toucher un mot qui ne soit nocif et sacré. Nous n'en souffrons que trop quelquefois au cahier le jeudi, mais c'est la marque même et le signe de la valeur, du prix propre, le signe de l'élection. Pour moi, si, ayant achevé une œuvre infiniment plus grave, je viens à l'âge des confessions, qui est, comme on sait, 50 ans révolus à 9h du matin, c'est ce que je me proposerais certainement d'y représenter. J'essaierai, achevant mon ancienne décomposition du dreyfusisme en France, de donner non pas une idée, mais j'essaierai de donner une représentation de ce que fut, dans la réalité, cette immortelle affaire Dreyfus. Elle fut, comme toute affaire qui se respecte, une affaire essentiellement mystique. Elle vivait de sa mystique. Elle est morte de sa politique. C'est la loi, c'est la règle, c'est le niveau des vies. Tout parti vit de sa mystique et meurt de sa politique. C'est ce que j'essaierai de représenter. J'avoue, je commence à croire que ce ne sera pas inutile.
Je soupçonne qu'il y a sur cette affaire Dreyfus de nombreux malentendus. J'avoue que je ne me reconnais pas du tout dans le portrait que Halévy a tracé ici même du dreyfusiste. Je ne me sens nullement ce poil de chien battu. Je consens d'avoir été vainqueur, je consens, ce qui est mon jugement propre, d'avoir été vaincu. Ça dépend du point de vue auquel on se place. Je ne consens point d'avoir été battu. Je consens d'avoir été ruiné dans le temporel et fort exposé dans l'intemporel. Je consens d'avoir été trompé. Je consens d'avoir été berné. Je ne consens point d'avoir été mouillé. Je ne me sens point ce poil de chien mouillé. Je ne me reconnais point dans ce portrait. Nous étions autrement fiers, autrement droits, autrement orgueilleux, infiniment fiers, portant haut la tête, infiniment plein, infiniment gonflé des vertus militaires. Nous tenions un tout autre ton, un tout autre air, un tout autre port de tête. Nous portions à bras tendus un tout autre propos. Je ne me sens aucunement l'humeur d'un pénitent. Je hais une pénitence qui ne serait point une pénitence chrétienne, qui serait une espèce de pénitence civique et laïque, une pénitence laïcisée, sécularisée, temporalisée, désaffectée, une imitation, une contrefaçon de la pénitence. Je hais une humiliation, une humilité qui ne serait point une humilité chrétienne, l'humilité chrétienne, qui serait une espèce d'humilité civile, civique, laïque, une imitation, une contrefaçon de l'humilité. Dans le civil, dans le civique, dans le laïque, dans le profane, je veux être bourré d'orgueil. Nous l'étions. Nous en avions le droit. Nous en avions le devoir. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien fait dont nous n'ayons à nous glorifier, dont nous ne puissions, dont nous ne devions nous glorifier. On peut commencer demain la publication de mes œuvres complètes. On pourrait même y ajouter la publication de mes propos, de mes paroles complètes. Il n'y a pas dans tous ces vieux cahiers un mot que je changerais, excepté 4 ou 5 mots que je connais bien, 7 ou 8 mots de théologie qui pourraient donner matière à un malentendu, être interprétés à contresens parce qu'ils sont hostiles, indirects, et que l'on ne voit pas assez dans la phrase qu'ils sont hostiles, indirects. Non seulement nous n'avons rien à désavouer, mais nous n'avons rien dont nous n'ayons à nous glorifier. Car dans nos plus ardentes polémiques, dans nos invectives, dans nos pamphlets, nous n'avons jamais perdu le respect du respect, du respectable respect. Nous n'avons à avoir ni regret ni remords. Dans ces confessions d'un dreyfusiste qui feront une part importante de nos confessions générales, il y aura, je l'ai promis, de nombreux cahiers qui s'intituleront « Mémoire d'un âne » ou peut-être plus platement « Mémoire d'un imbécile ».
il n'y en aura aucun qui s'intitulera « Mémoire d'un lâche » ou d'un pleutre. Nous laisserons ceci à faire à Monsieur Jaurès, et ils ne seront certainement pas mal faits. Il est si bon maquignon. Il n'y en aura aucun qui s'intitulera « Cahier mémoire d'un faible, d'un repentant ». Il n'y en aura aucun qui s'intitulera « Mémoire d'un homme politique ». Ils seront tous, dans le fond, les mémoires d'un homme mystique. Merci, chère Marie, de cette très très belle interprétation. Et vous voyez, en vous écoutant, je me rends à vos arguments. Je trouve effectivement que Péguy est mieux quand il est lu dans l'édition de la Pléiade que quand il est lu en édition de poche. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Je voudrais remercier d'ailleurs aussi au passage Violaine qui a aidé au choix des textes et qui était en liaison avec Marie et moi pour préparer cette conférence. Je vais dire quelques mots maintenant du rôle de Bernard Lazare, puisque il est désormais escamoté. Bernard Lazare, octobre 1894, c'est le moment où éclate l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison. La presse antisémite se déchaîne. L'homme est condamné à la réclusion perpétuelle, et dès le lendemain du procès, dégradé dans la grande cour de l'école militaire devant une foule qui hurle à mort. Lazare se mobilise instantanément. Il se mobilise pour la défense du capitaine. Il est le premier, après Mathieu Dreyfus, le frère, et avant tout le monde. En tout cas, le premier juif dreyfusard à une époque où les juifs français baissaient la tête, tentaient d'oublier ou de ne pas voir en attendant que passe la bourrasque. Dreyfus est un juif riche, comme Bernard Lazare ne les aime pas, un nanti, un bourgeois, mais il va d'instinct prendre sa défense, convaincu qu'il a été condamné parce qu'il était juif et pour nulle autre raison. Lui-même se sent pour le coup pleinement juif, croise le fer durement avec Drummond qui provoquera en duel. Il comprend dès 1895 que le procès et la condamnation de Dreyfus sont le fait de l'antisémitisme et que le combat pour la réhabilitation du capitaine devait être mené sur ce terrain-là. Il signe une brochure qu'il a rédigée à la demande de Mathieu Dreyfus et qu'il fait éditer à Bruxelles pour échapper à la surveillance de la police. Il multiplie les démarches, les visites, les interventions, à un moment où on tient l'affaire pour juger et où l'opinion publique est persuadée de la traîtrise d'Alfred Dreyfus. Il se dresse, il dénonce la manipulation et il donne à l'événement sa dimension à la fois judiciaire, sociale, éthique et politique. Cette brochure de Lazare est reçue d'abord avec une totale indifférence dans l'opinion. Mais en même temps, la brochure fera un travail de
de subversion et de remise en cause progressive. Les plus cruels d'entre ses ennemis vont évoquer le fait que c'est Mathieu Dreyfus qui l'a payé, et pour écrire cette brochure, on tente de porter atteinte à sa crédibilité, à son honnêteté, et au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, il va rééditer et il va améliorer à chaque fois le contenu de cette brochure, et puis d'autres prendront le relais. Au moment où Zola publie son J'accuse, le 13 janvier 1898, dans les colonnes de l'Aurore, sous forme de lettre au président de la République, Bernard Lazare est déjà moins en première ligne et en tout cas moins en vue. Il continue d'être présent au procès en révision, mais il n'est plus seul sur le champ de bataille. Il poursuit une correspondance suivie avec Alfred et avec Mathieu Dreyfus, mais la nouvelle de l'amnistie passe très mal à ses yeux, comme d'ailleurs aux yeux de Péguy. C'est Jaurès qui est davantage à la manœuvre et la politique qui prend le dessus sur la mystique, selon les propres mots de Péguy. Lazare regarde déjà ailleurs. Il aura été le premier à comprendre les ressorts profonds de ce qui est arrivé, le premier à en pressentir tous les effets, le premier à avoir eu les instruments pour saisir combien l'événement était imprégné de l'antisémitisme ambiant et combien il pouvait constituer un de ces moments où les repères se perdent et où une société bascule. Mais voilà qu'il se retrouve lui-même dans un coin, oublié, scotomisé, minoré. On ne l'invite pas aux célébrations de la victoire. Entré comme intellectuel de gauche et anarchiste dans l'affaire Dreyfus, il connaît un revirement dans sa vie. C'est très bien expliqué dans le dictionnaire par Denis Charbit, qui a eu la charge de l'entrée sur le thème judaïsme. Il raconte qu'en février 1896, il écrit à Théodore Herzl, journaliste juif autrichien, ancien correspondant à Paris de la Neue Presse, qui a assisté à la même mise en scène que lui dans la grande cour de l'école militaire et qui s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel à Paris pour écrire. Lazare lui propose de traduire son livre en français et de le faire connaître en France. Il se rend même à Bâle, où il assiste à un congrès sioniste et où il est reçu. Il vit un moment d'émotion parce que toute la salle lui fera une standing ovation pour saluer le défenseur du capitaine Dreyfus. Et puis à partir de 1900, il va entreprendre toute une série de voyages en Europe centrale, en Roumanie, en Galicie, en Pologne, où il visitera les synagogues, les ghettos, les juifs pauvres du centre de cette Mitteleuropa qu'il rejetait dans ses premiers écrits, viendront en foule l'accueillir, et ses reportages seront publiés dans l'Aurore de Clémenceau, mais aussi essentiellement dans les Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy. Un moment d'ailleurs restera gravé dans sa mémoire en mai 2002, quand il est reçu par une foule reconnaissante à Bucarest en Roumanie. Et au moment de sa mort, le 2 septembre 1903,
Lazare laisse un manuscrit inachevé, Le fumier de Job, dans lequel il raconte son cheminement, ce qu'il appelle son tournement, les circonstances qui ont fait qu'il a refait son âme. Gershom Scholem, lisant notre jeunesse, saluera d'abord les pages inoubliables où Péguy, catholique et français, a dépeint l'anarchiste juif Bernard Lazare comme un véritable prophète d'Israël, et cela à une époque où les juifs français eux-mêmes, par embarras ou par méchanceté, par rancœur ou par stupidité, je cite Scholem, n'ont rien su faire de mieux que de traiter par le silence, un silence de mort, un de leurs plus grands hommes. C'est un Français qui, à ce moment-là, a considéré un juif comme les juifs eux-mêmes étaient incapables de se voir. Fin de citation. C'est un étrange destin, finalement, que celui de Bernard Lazare, avec ses outrances, il aura vécu en accéléré dans sa courte vie toutes les tentations et toutes les apories, toutes les impasses et les promesses du judaïsme de l'époque, les naïvetés et les grandeurs de l'israélite français, le choc profond de l'affaire Dreyfus, les débuts du sionisme et les âpres débats qui le secouaient déjà, et les esquisses du rapprochement judéo-chrétien. Il a traversé tout ça en vivant pleinement toutes ces contradictions, en se portant au-devant des choses sans jamais les contourner ni s'y dérober. Aujourd'hui, une grande partie de ses écrits n'est plus tellement lisible. Toute la partie, tous ses premiers écrits à connotation anarchiste sont un peu dépassés, mais il a été cela, il a été le but témoin de tout ce parcours. Il l'a vécu dans sa peau, il était rétif à toute compromission, se donnant tout entier à ce qu'il faisait. Les œuvres sont des actes, disait Péguy, et Bernard Lazare aurait pu dire la même chose. Il est mort trop tôt, oublié trop vite. Les idées, les essais, les romans. Restera peut-être de lui un livre que Hannah Arendt aimait beaucoup et qu'elle a commenté, c'est Le fumier de Job, et quelques intuitions avant les autres, avant tout le monde, sur les relations entre judaïsme et christianisme, avec Jules Isaac, en même temps que Jules Isaac, mais ce qui demeurera sans doute de lui, c'est le portrait qu'en a fait Péguy dans notre jeunesse et son amitié avec Péguy. J'en dirai un peu plus des relations entre Péguy et Bernard Lazare tout à l'heure quand on évoquera le journalisme, mais je crois que la prochaine lecture est consacrée précisément aux relations entre judaïsme et christianisme. Ainsi semblable, ainsi différent, ainsi ennemi mais ainsi ami, ainsi étranger, ainsi compénétré, ainsi enchevêtré, ainsi allié et ainsi fidèle, ainsi contraire et ainsi conjoint, nos deux philosophes, ces deux complices, descendent donc cette rue. Une autre différence profonde marche entre eux, mais ne les disjoint pas. C'est une différence entre deux remontantes, une autre différence de race, plus subtile
une scission de fissuration peut-être encore plus disjoignante, le juif sait lire. Le chrétien, le catholique, ne sait pas lire. Dans la catégorie sociale à laquelle il appartient, le juif peut remonter de génération en génération et il peut remonter pendant des siècles. Il trouvera toujours quelqu'un qui sait lire. Quand il remonterait à quelques marchands de bœufs des plaines de la Pulta ou à quelques marchands de chevaux des immensités du Tchernosium, quand il remonterait à quelques marchands d'allumettes du Bas-Empire ou d'Alexandrie ou de Byzance ou à quelques bédouins du désert, le juif est d'une race où l'on trouve toujours quelqu'un qui sait lire. Et non seulement cela, mais lire, pour eux, ce n'est pas lire un livre, c'est lire le livre. C'est lire le livre et la loi. Lire, c'est lire la parole de Dieu, les inscriptions même de Dieu sur les tables et dans le livre. Dans tout cet immense appareil sacré, le plus antique de tous, lire est l'opération sacrée comme elle est l'opération antique. Tous les juifs sont lecteurs. Tous les juifs sont liseurs. Tous les juifs sont récitants. C'est pour cela que tous les juifs sont visuels et visionnaires et qu'ils voient tout, pour ainsi dire, instantanément, et que d'un seul regard, ils couvrent instantanément des surfaces. Peut-être une pénétration plus profonde et pour ainsi dire moelleuse est-elle réservée à celui qui ne sait pas lire. On m'entend bien. Et peut-être une troisième dimension est-elle accordée à celui qui n'est pas visuel. Quoi qu'il en soit, et l'introduction de ce battement, ou plutôt de la considération de ce battement, est d'une conséquence presque infinie dans la catégorie sociale à laquelle nous nous référons et qui est peut-être la seule importante. Le catholique, ou plutôt, commençons par l'autre bout. Le juif est un homme qui lit depuis toujours. Le protestant est un homme qui lit depuis Calvin. Le catholique est un homme qui lit depuis Ferry. Merci, j'ai surtout choisi ce passage à cause du début, qui me touche beaucoup, que je trouve très beau, sur les juifs et les chrétiens. Et je ne saurais pas le dire aussi bien que Marie, mais je tiens beaucoup à cette phrase. Ainsi semblable, ainsi différent, ainsi ennemi, mais ainsi ami, ainsi étranger, ainsi compénétré, ainsi enchevêtré, ainsi allié et ainsi fidèle, ainsi contraire et ainsi conjoint. Je trouve très beau cette phrase, et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré d'ailleurs dans le dictionnaire Charles Péguy une entrée à un philosophe qui m'est cher, qui s'appelle Franz Rosenzweig, qui est un philosophe juif allemand contemporain de Péguy. Ils ont eu à bien des égards un itinéraire semblable, conjoint et enchevêtré. Charles Péguy est mort en 14 et Franz Rosenzweig était sur le front des Balkans
il a conçu toute son œuvre dans les tranchées, d'abord envoyé sous forme de carte postale à sa mère au fur et à mesure, et quand il est rentré à Kassel en Allemagne, il a repris ces cartes postales et il en a fait une œuvre géniale qui s'appelle L'étoile de la rédemption, œuvre dans laquelle Franz Rosenzweig a développé cette idée qu'on retrouve ici chez Péguy magnifiquement synthétisée, que judaïsme et christianisme ont un rôle dans l'avènement de la vérité. Ils n'ont pas le même rôle. Le judaïsme est dans une vie éternelle pour Rosenzweig, et le christianisme est dans une voie éternelle. Le christianisme, d'une certaine manière, est chargé de diffuser dans le monde des vérités qui ont été peut-être pressenties avant lui. Au christianisme de porter les vérités du monothéisme sur les routes du monde, mais les uns et les autres sont ouvriers dans l'œuvre de vérité, pour reprendre l'expression de Rosenzweig. Ils sont différents, ils peuvent même être antagonistes, mais ils sont sur deux voies parallèles qui ne sont pas amenés à se rejoindre, qui sont amenés à rester parallèles. Et ces deux approches de la vérité ont besoin l'une de l'autre pour que s'accomplisse cette vérité. Par ailleurs, Charles Péguy croyait aussi dans cette unité, mais il plaçait l'éternel, ils sont un peu à front renversé, Péguy plaçait l'éternel dans le christianisme et le temporel dans le judaïsme. C'est son interprétation de la belle phrase de Victor Hugo, un roi chantait en bas, un homme mourait en haut, mourait un dieu. C'est tiré d'un poème c'est tiré de Beaux endormis de Victor Hugo. C'est tiré de Beaux endormis de Victor Hugo. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Péguy et Rosenzweig sont extraordinairement proches. C'est ce que je développe dans mon entrée autour de la guerre de 14-18, et tous deux ont eu cette intuition que judaïsme et christianisme étaient appelés à avoir une vocation commune. J'étais, récemment en Israël, et j'étais au musée de la diaspora, au musée de la diaspora à Tel Aviv, et il y avait une exposition, et on consacrait le journal Haaretz, qui est le grand journal en Israël, consacré pour la première fois, à ma connaissance, une pleine page à ce philosophe méconnu, sous le titre Master Rosenzweig. Pourquoi Master Rosenzweig? Enfin, le titre de ce grand article, c'est Master Rosenzweig, le récit du génie qui a redécouvert à nouveau le judaïsme. Et l'article, c'était assez amusant parce que ça s'ouvrait sur la seconde édition du Masterchef en la télévision israélienne consacre beaucoup d'émissions à la cuisine, comme toutes les télévisions du monde. Et là, c'était un Masterchef, et les candidats qui s'affrontaient étaient invités à cuisiner un plat pour une personne qu'ils aimaient et à le proclamer. Et parmi ces candidats, il y a un jeune homme qui s'est présenté. Je m'appelle Emmanuel Rosenzweig, et il a annoncé qu'il voulait dédier son déjeuner à son grand-père, le philosophe Franz Rosenzweig, qui n'avait pas eu malheureusement
le bonheur de connaître. Et tout d'un coup, une gêne s'est installée dans la salle parce que personne n'avait... Les membres du jury ont échangé des regards perplexes. Qui était donc Franz Rosenzweig? Personne ne le savait, pas plus les membres du jury que les autres participants, ou probablement aussi les téléspectateurs devant leur petit écran. Nul n'avait jamais entendu prononcer son nom. Personne ne se souvient que cet homme, né en 1886 dans une petite ville du centre de l'Allemagne, né dans une famille juive aisée, parfaitement assimilée, d'un père marchand de couleurs et d'une mère femme au foyer. Il avait reçu une bonne éducation européenne, classique, avait fait des études de droit et de philosophie, était lecteur de Hegel, auquel il avait consacré sa thèse avant de rompre des lances avec lui, amoureux de Goethe et de Beethoven, fervent patriote, grandi dans les idéaux du judaïsme d'Allemagne de l'époque, de la fin du XIXe siècle, qui commandait d'être, selon ses termes, plus allemand que les Allemands. Dans sa famille, on était juif à la mode de l'époque, sans trop d'excès, juste ce qu'il fallait pour ne pas rompre avec les liens ancestraux, en marquant les grandes fêtes du calendrier hébraïque, Rosh Hashanah, Pessah, Kippour. La mère Adèle tenait tout de même à ce que ces trois piliers ultimes, remparts contre une totale disparition, soient préservés. Il y a aussi l'influence décisive de son oncle Adam Rosenzweig, qui avait veillé qu'il avait muni d'un viatique, un sidour, un missel, un sidour de prière, qui s'avérera très précieux et dont le petit-fils dira plus tard que c'était là les bases du judaïsme, plus encore que la Bible ou le Talmud. 1913 va constituer une année tournante dans sa biographie, au terme d'études brillantes à Heidelberg et au bout d'une nuit de discussions sans fin avec son ami et cousin Eugen Rosenstock, qui s'était déjà converti au protestantisme. Il se vit lui-même comme attiré par une vie religieuse et opte pour une conversion au christianisme. Pour quelles raisons décide-t-il cependant, avant de faire ce geste ultime, avant de se faire baptiser, d'assister à l'office de Kippour à Berlin, dans une synagogue orthodoxe, pas du tout les synagogues très chic de la ville de son enfance, mais dans une petite synagogue sur le pont de Potsdam à Berlin. Et est-ce parce que sa mère, outrée par sa décision, rompt tout le lien avec lui, ou est-ce que c'est de son propre chef? En tout cas, cette visite, sans qu'on sache exactement, il ne l'a jamais raconté, les circonstances exactes, cette visite dans une synagogue chassidique constituera un moment fondateur dans la vie de Rosenzweig. Il jugera que la conversion n'est plus nécessaire et donc qu'elle n'est plus possible. Il restera juif et tirera toutes les conséquences de ce retour parmi les siens. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet office? On ne le saura pas, on ne le saura jamais, et il n'en parlera pas, sinon dans des allusions furtives dans ses nombreuses
correspondance. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris au sérieux ce retour, et après son expérience de soldat dans les Balkans au cours de la Première Guerre mondiale, il a entrepris l'écriture de l'Étoile de la Rédemption, œuvre germinale où il situe le judaïsme à l'intersection de trois fondements: Dieu, le monde, l'homme. Il fonde à Francfort une maison d'études à la fin des années 20, le Leros, où viendront enseigner les plus grands talents du judaïsme, Buber, Scholem, Agnon. La fin de l'histoire est tragique, c'est qu'en 1922, il est atteint d'une sclérose amyotrophique latérale qui se manifeste par une paralysie totale. Il continuera à vivre 7 ans. On lui donnait 6 mois, il a continué à vivre 7 ans et il a poursuivi une œuvre unique, entreprise avec son ami Martin Buber, tous deux, un à Francfort, dans un pigeonnier situé tout en haut d'un immeuble qui porte encore son nom, une plaque à son nom, l'autre à Eppenheim, dans une maison située à une dizaine de kilomètres de Francfort. Donc Buber et lui vont travailler sans relâche dans une tâche titanesque dont ils viendront à bout avant la mort de Rosenzweig, la traduction de la Bible en allemand. Sigmund Freud, en apprenant la mort, dira de lui: il semble que cet homme n'ait pas eu le choix. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Franz Rosenzweig avait le choix et il a choisi de rester juif, mais en même temps, comme il a trouvé le christianisme sur sa route, il va théoriser cette idée qui est déjà présente ici chez Péguy, ainsi semblable, ainsi contraire, ainsi enchevêtré, des deux religions qui sont arrivées à se faire elles-mêmes, toutes les deux, ouvrières dans l'œuvre de vérité. Pardonnez-moi d'avoir été long sur Rosenzweig, mais j'ai voulu rendre hommage à travers ce qu'écrit Rosenzweig après Péguy, rendre hommage, ou en même temps que Péguy, à l'action pionnière de Charles Péguy dans la Constitution, avec Jules Isaac, avec Edmond Fleck, de ce qui deviendra l'amitié judéo-chrétienne. Et je crois que nous en sommes maintenant au troisième passage, note conjointe sur M. Descartes, le passage sur le journal. C'est bien ça. Oui. Le journal. La plus grande invention depuis la création du monde. Et certainement depuis la création de l'âme. Car il atteint à la constitution même de l'âme. Le journal, seconde création spirituelle, ou plutôt commencement, point d'origine de la décréation spirituelle, point d'origine d'une deuxième création, ou plutôt point d'origine d'une dégradation, d'une déformation, d'une altération qui constitue réellement le commencement de la décréation.
au moins de la décréation, de la création éminente, de la création essentielle, de la création centrale, de la création profonde, qui est la création spirituelle, et en elle, par elle, des autres. Et ici, il faut bien s'entendre. Je suis convaincue qu'il y a des bons et des mauvais journaux. Je suis convaincue surtout qu'il y en a des mauvais. Et il y a aussi ceux qui sont bons et mauvais, dans des proportions variées. J'admets qu'il y ait tout un échelonnement. J'admets que nous ferons une table des valeurs. Eh bien, ce que je dis, c'est que ce n'est pas cette table des valeurs qui m'intéresse. C'est le registre même où il se fait qu'elle est une table des valeurs. Je suis convaincue qu'il y a des bons et des mauvais imprimés, et peut-être beaucoup d'entre deux. Je suis convaincue qu'il y a une bonne et une mauvaise presse, et peut-être beaucoup d'entre deux. Ce qu'il y a de bon, c'est que la bonne presse est quelquefois mauvaise, et peut-être souvent, et que la mauvaise presse n'est jamais bonne. C'est toujours le même système de l'irréversibilité et de la dégradation continue. On perd toujours, on ne gagne jamais. Eh bien, ce que je dis, c'est que les mauvais journaux font infiniment plus de mal comme journaux que comme mauvais. La mauvaise presse fait infiniment plus de mal comme presse que comme mauvaise. Et c'est ici, enfin, que nous rejoignons notre Bergson. Une mauvaise idée toute faite est infiniment plus pernicieuse comme toute faite que comme mauvaise. Une idée fausse toute faite est infiniment plus fausse comme toute faite que comme fausse. C'est en ce sens que l'invention du journal est sans aucun doute celle qui fait époque, celle qui marque une date depuis le commencement du monde, et cette date est la date même du commencement de la décréation. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme, c'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Merci beaucoup Marie d'avoir donné vie à ces textes de la manière que vous le faites. Et je voudrais évoquer ce thème du journalisme parce que finalement, et prolonger ce que j'ai esquissé tout à l'heure sur la proximité entre Charles Péguy et Bernard Lazare. Parce que je vais essayer de montrer que ce qui les a rapprochés vraiment, c'est que c'était tous les deux des journalistes. Tous les deux sont partis du journalisme. Ils sont partis de là. Et tous les deux sont rapprochés par le sens de l'événement. Tous les deux ont réfléchi à ce que tout journaliste et le petit-fils de Péguy qui est interviewé dans ce livre sur le journalisme et qui est journaliste lui-même à CNews ne manque pas de le rappeler.
de dire finalement, oui, il m'a légué ça. Cette façon de réfléchir à qu'est-ce qui constitue un événement, qu'est-ce qui constitue vraiment un événement. Et ça, c'est le métier de journaliste consiste à choisir. On est devant les dépêches de l'AFP qui tombent sans arrêt, et puis dans ces milliers de dépêches qui tombent dans la journée, il s'agit de choisir les 10 informations qui vont faire l'ouverture d'un journal ou qui vont faire... Ou il s'agit de choisir l'événement, ce qui fait événement. Et qu'est-ce qui fait événement? Qu'est-ce que c'est un événement? Je crois que l'un et l'autre ont beaucoup réfléchi à ce thème. Quand Péguy et Lazare se sont-ils rencontrés pour la première fois? Vous êtes mieux placé sans doute que moi pour le dire. Est-ce que c'est Émile Boivin, qui était cousin par alliance de Lazare et ami de Péguy, qui les a présentés l'un à l'autre, comme il a présenté Jules Isaac à Péguy? En tout cas, Lazare a 8 ans de plus que Péguy. Et quand il arrive de Nîmes à Paris, Péguy est encore au lycée. Au moment où il publie sa première brochure sur l'affaire Dreyfus, Péguy est à l'école normale supérieure, mais ils se rencontreront très vite. Ils ne pouvaient pas ne pas se rencontrer autour de la campagne pour la défense de Zola, autour des affrontements avec les bandes anti-Dreyfusards et surtout autour des cahiers de la quinzaine que Péguy a fondés, qu'il dirigeait, dont il était le directeur, le comptable, etc. Enfin, le directeur de publication, le directeur de rédaction, il faisait tout. Bernard Lazare rassemblera une partie des fonds du premier emprunt qui devait servir de lancement du journal, et c'est lui qui sera l'ami intérieur, l'expression est de Péguy, l'inspirateur secret, je dirais très volontiers et très exactement le patron. Ce qui les rapproche, même si pour tout le reste, c'est il faisait également les relectures de la copie, ce qui n'est pas une mince affaire, et il a perdu beaucoup de sa santé dans cette... on raconte l'histoire du jour où on lui a dit « Est-ce qu'il n'y a pas de faute ?» Il dit « Oui, j'ai trouvé une faute, il y a un point qui est en italique. » Donc il était extrêmement sourcilleux sur tout ça. Ce qui les rapproche et qui est au cœur de notre jeunesse, au cœur de l'amitié profonde qui naîtra entre eux, c'est bien entendu la manière dont ils ont traversé tous les deux l'affaire Dreyfus, la manière dont ils ont vécu l'événement. Ce partage, on le connaît, la mystique et la politique, la vérité et les arrangements. Carole Sandrel parle d'un même caractère, colérique, tempétueux, entier. Comme elle dit, ils ont tous les deux la nuque raide. Tous les deux sont assoiffés d'absolu. Ils partagent la même exigence rigoureuse de justice et de liberté, le même besoin irrépressible de vérité, la détestation de la supériorité des riches sur les pauvres, l'intime conviction qu'il faut vivre indigné. Tous les deux sont journalistes dans l'âme. Ils attendent l'événement, mais pas n'importe lequel. Celui qui va les hisser au-dessus d'eux-mêmes, celui qui va les traverser et qui va les changer. Tous deux sont socialistes, dans une veine anarchiste pour l'un et chrétienne pour l'autre, mais soucieux tous les deux de ne pas laisser ces idées s'avilir, se corrompre ou sombrer dans des systèmes.
Ça, c'est Bergson, c'est le refus, le rejet des systèmes. Pour tous les deux, l'affaire Dreyfus a constitué un moment de crise existentielle. Pour Lazare, la prise de conscience de sa judéité. Pour Péguy, un moment de vérité et de vérité mystique aussi. L'affaire renforce chacun dans sa propre religion et rapproche les deux religions entre elles. Lazare s'intéresse au Jésus de Péguy et Péguy voit en Lazare un prophète juif. Tous deux sont dotés d'un tempérament qui fait qu'ils ne reculent pas. Péguy dira ceci, c'est une bonne leçon pour le journalisme de tout temps. Je hais la peur du ridicule comme une grande lâcheté. Je hais la peur du ridicule comme une grande lâcheté. Non seulement se battre, mais constituer ce combat comme une force et une règle, défendre la raison contre ses propres dérives. Un des mérites de Péguy est d'avoir renversé la vapeur, d'avoir rendu à Lazare d'abord sa gloire de pionnier du dreyfusisme. Il fait remonter le commencement de l'affaire à lui et à personne d'autre. Le commencement de l'affaire fut quand un homme jeune, assez connu, c'est Péguy qui parle, isolé, indépendant, libre, sans hausser la voix, sans froncer les sourcils, sans forcer le regard et sans faire un geste silencieux, dans le mystère et dans le calme de sa conscience, résolu de montrer que le capitaine Dreyfus était innocent. Je mets le caractère en gras, comme il osa le mettre lui-même sur la première page de sa première brochure. Et c'est cette affaire qui va les lier, car je ne crois pas du tout, écrit Péguy, que l'amitié ou même la camaraderie puisse vraiment survivre à la contrariété des sentiments sur cette affaire. Tous les deux ont eu une vie faite de rupture, rejet du catholicisme de son enfance dans un premier temps et conversion au socialisme, rupture avec le socialisme et retour au catholicisme chez Péguy. Le socialisme de Péguy, comme celui de Lazare, est vaguement anarchiste, plaçant l'individu au cœur de l'émancipation à venir, plus que le groupe, plus que la classe sociale, plus que la collectivité, d'où chez l'un et l'autre les réticences instinctives devant le compromis, le refus de se conformer à la discipline d'un parti et le rejet de l'anticléricalisme. Autant de traits qui vont se cristalliser et rapprocher les deux hommes encore plus qu'ils ne l'étaient au moment de l'amnistie de Dreyfus, quand Jaurès et d'autres appelleront à se contenter de ce résultat, alors que les Dreyfusards purs et durs, entraînés par Lazare, réclamaient qu'on proclame l'innocence du capitaine. On retrouvera d'ailleurs les deux hommes sur la même ligne, étrangement, pour dénoncer l'alliance des socialistes avec le radicalisme anticlérical et notamment le monopole d'État imposé par l'enseignement tel que le souhaitait le petit père Combes. Dans l'itinéraire spirituel de Péguy, bien entendu, bien des amitiés juives auront compté, croyants, athées, libres penseurs, convertis, à des degrés divers selon la période. On comptera aussi Bergson, dont il restera le constant admirateur,
il ira écouter ses cours au Collège de France avec ferveur, et on trouvera un article signé de lui dans les cahiers sur les sources de la morale et de la religion. On trouvera cet article d'ailleurs dans la poche de Jaurès après sa mort. Il y a Raïssa Maritain, l'épouse de Jacques Maritain, il y a Blanche Raphaël, bien entendu, Daniel Halévy, Julien Binda et Bernard Lazare, celui qu'il plaçait au-dessus de tous. Ce que Péguy apprécie chez Lazare, c'est l'idée d'un citoyen de la cité harmonieuse, qui n'agit pas mu par des impératifs extérieurs, mais qui va chercher au fond de lui les motivations de sa propre action. Lazare est pour lui injuste parce qu'il a su, le premier, se mettre debout contre les politiques, debout contre l'opinion, debout contre les siens, sans chercher à sauver la face des uns et des autres, sans craindre le scandale, sans égard pour ceux des siens qui voulaient courber la tête et laisser passer l'orage, sans adapter non plus son langage à celui des politiques. Que les politiques, que les appareils, que les partis, que les institutions s'arrangent pour négocier, pour parlementer, pour juger, pour rétablir la balance, mais une conscience ne compose pas avec la vérité. Il écrit ceci: il faut penser que c'était un homme. Péguy écrit ceci à propos de Lazare: j'ai dit très précisément un prophète pour qui tout l'appareil des puissances, la raison d'État, les autorités de tout ordre, politique, intellectuel, mental même, ne pesaient pas une onde devant une révolte, devant un mouvement de conscience propre. Et à propos de l'affaire Dreyfus, il dira et répétera: nous fûmes des héros. Et le héros pour lui, c'est d'abord l'homme de l'événement. Pas celui qui crée l'événement, mais celui qui sait distinguer l'événement, déceler l'événement et en même temps y faire face. Disponibilité à l'événement, c'est ça la leçon de journalisme dont beaucoup devraient méditer. Disponibilité à l'événement, savoir être disponible pour accueillir l'événement quand il arrive et ne pas le brouiller dans quelque chose d'informe. Capacité à reconnaître l'événement, aptitude à l'accueillir sans essayer d'y plaquer on ne sait quel automatisme. Dans Clio, il évoque Monet et ses 35 nymphéas en se posant la question: quand est-ce que Monet les a peints le mieux? Est-ce que c'est dans la dernière esquisse, celle qui pourrait être la plus aboutie? Moi je dis, dit Péguy, la première fois, parce que c'est alors qu'il sait le moins. Et l'événement pour lui, c'est cela. Quelque chose d'irréductible à une série. Quelque chose qui n'entre pas dans un schéma. Et Péguy, comme Lazare sans doute, connaissait déjà les tares qui guettent le journalisme, l'habitude. Il y a pire qu'une âme pervertie, c'est une âme habituée. La meute, les mouvements de meute, quand tout le monde se déchaîne sur une proie. La peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Et ça aussi, c'est une leçon de journalisme fabuleuse. L'insensibilité naît de la répétition mécanique. On devient insensible à force de répéter et de faire tourner en boucle une information. Le fatalisme, le fait de dire qu'on ne peut rien, c'est ainsi. Contre cela, précisément, l'événement
doit garder à l'œil sa fraîcheur, sa vivacité et son émotion. Ce qui ressort dans notre jeunesse, c'est la méditation sur la force singulière de l'affaire Dreyfus et le passage à une réflexion plus globale sur l'événement, sur ce qui arrive, sur le mystère de l'événement et comment certains événements peuvent être élus ou susceptibles de se voir conférer une dignité particulière. Et je cite cette phrase que je trouve très forte. Aujourd'hui encore, on en revient au thème du virus par lequel j'ai commencé cette communication. Aujourd'hui encore, aujourd'hui comme toujours, aujourd'hui plus que jamais, on ne peut pas en parler à la légère, on ne peut pas en traiter légèrement, on ne peut pas en parler d'un air détaché, on ne peut pas en parler sans se passionner aussitôt. Aujourd'hui comme jamais, tout propos qui se tient, tout article de revue ou de journal, tout livre, tout cahier qui s'écrit de l'affaire Dreyfus a en lui, porte en lui, on ne sait quel virus, quel point de virus qui nous travaille infatigable. L'événement a toujours quelque chose d'inaugural. Il surgit là où on ne l'attend pas. Il déjoue toutes les tentatives qui visent à l'enfermer dans du déjà-vu. Et en même temps, note Peggy, il y a une dégradation, une usure, une détérioration de l'événement, un flottement, un irréversible qui est dans la nature même, dans l'essence et dans l'événement, au cœur même de l'événement. La dégradation de la mystique en politique n'est qu'une illustration de cette déperdition perpétuelle de l'événement. Cette réflexion de Peggy sur l'affaire Dreyfus comme événement demeure extrêmement actuelle. Dans Temps et Récit, Paul Ricoeur parle de cette idée illusoire d'un passé en soi, comme si on pouvait retrouver l'événement dans son jaillissement, dans son imprévu, dans le moment où il est encore indécis. Et en même temps, Peggy estime que les valeurs véhiculées par l'affaire Dreyfus allaient changer la société en profondeur. C'est peut-être ce qu'a cru aussi un moment, tel qu'il apparaît dans le livre de Philippe Auriol, Faux amis, les faux amis, la fausse amitié entre Alfred Dreyfus et le colonel Picquart. Il y a aussi cette idée que est-ce que Picquart a été naïf au point de croire que toute la société allait changer, ou est-ce que et il n'a pas compris qu'on en revienne au jeu comme avant, aux petites compromissions. De ce point de vue, Picquart était peut-être péguiste. En tout cas, c'est la question qui est posée dans le livre de Philippe Auriol et qui est un peu esquissée dans le film de Polanski. Il a vu, en tout cas, Peggy a vu avant les autres, combien cette affaire serait immortelle. Il dit souvent, l'affaire Dreyfus reste, dans notre jeunesse, l'affaire Dreyfus est immortelle. C'est ainsi qu'il la qualifie, et ce livre, Notre jeunesse, se veut une réhabilitation de l'affaire Dreyfus, mais avec une interrogation du lendemain. Comment faire pour que la mystique ne se dégrade pas en politique? Comment passer d'un grand moment historique à la gestion du quotidien?
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et naturellement, s'il y a des interventions ou des questions de votre part,